Théodore Georgopoulos. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en droit public, vous dirigez le programme Vin et droit de l'UFR de droit et sciences politiques de l'Université de Reims, notamment un master en droit du vin et des spiritueux. Vous êtes le président de l'AIDV, l'Association internationale des juristes du droit de la vigne et du vin. Vous êtes également le président de notre institut Georges Chapaz. Merci de répondre à cet entretien. Merci à vous. Avant de rentrer dans des sujets vraiment juridiques qui intéressent la filière, comment avez-vous vécu cette période étrange ces 3 derniers mois, ces 2 mois et demi qui viennent de s'écouler? Cette période-là, par un concours de circonstances, je n'étais pas à Reims, j'étais confiné à Athènes, ce qui m'a permis de vivre le confinement dans des conditions, j'ose dire, meilleures par rapport à ce qui s'est passé à la France, au vu du taux de mortalité. Et puis, sachant que je passais, comme nous tous, beaucoup de temps, sans compter les heures, à des réunions concernant justement non seulement l'exécution de mes devoirs d'enseignant et de gestion du programme Vin et droit, mais aussi c'était lié au fait que la filière vin se trouve toujours par ailleurs dans une situation très critique, c'est qui nécessite des réunions de crise sans compter des heures, comme je vous ai dit, et puis des réunions qui peuvent se passer à 8 h du matin jusqu'à 23 h du soir, ou s'il y a même des réunions avec des représentants outre-Atlantique à 1 h ou à 2 h du matin. On en vient un petit peu au contexte juridique. Cette période de crise sanitaire de la pandémie de Covid-19 a été riche en actualités juridiques, aussi pour la filière. Les conséquences économiques, on le sait déjà, pour la filière vigne et vin, seront lourdes. Ça a généré des modifications réglementaires, en particulier à l'échelle de l'Union européenne. Vous pouvez détailler un petit peu les mesures qui ont été prises? Tout à fait. Il faut dire déjà que ce n'est pas fini. C'est-à-dire, même si la pandémie arrive peut-être à terme bientôt, je suis même convaincu que les modifications réglementaires sont au tout début. Mais déjà, après 2 mois et demi de crise sanitaire, il y a eu un réajustement du cadre réglementaire européen. Je rappelle que la filière vitivinicole en Europe est fortement régulée par les droits de l'Union européenne notamment. Et donc il y a eu notamment ce qu'on appelle le paquet des mesures 20 qui ont été adoptées par la Commission européenne, qui a permis, dans des conditions qu'on peut détailler si vous voulez, qui a permis de faire face à la pandémie dans des conditions qui ne semblent pas, et à juste titre à mon avis, ne semblent pas donner satisfaction à la filière. Alors, on peut détailler un peu. Par exemple, ce qui a été fait, on a réajusté un certain nombre de dates, de délais. Comme il y a le cycle de la vigne qui ne peut pas attendre une pandémie, il y a eu de délais supplémentaires qui ont été fixés concernant par exemple l'utilisation des autorisations de plantation des vignes pour les nouvelles plantations. Il y a eu de règles concernant les délais liés à la restructuration. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'était bien évidemment le cadre réglementaire de financement des mesures pour faire face à la crise. Vous n'êtes pas sans savoir que effectivement la filière ne se porte pas bien. Et certains disent même que le pire est à venir, puisque dans ce climat de morosité, nous avons un été, une période touristique qui se présente dans des conditions plutôt négatives, on va dire. Peut-être le mot est faible. Et puis, il y aura peut-être la question d'un nouvel cycle, de la pandémie, d'une vague de la pandémie qui va venir peut-être en septembre-octobre. Mais de toute manière, même pour ce qui concerne les vacances, le fait des fins d'année, on est dans une logique vraiment d'une consommation très réduite. Face à cela, la grande question c'est qu'est-ce qu'on va faire avec le vin qui reste pour l'instant en bouteille ou de toute manière en vrac chez les vignerons, chez les entreprises du secteur.
Là, il y a des mesures qui ont été déjà par le passé dans des conditions différentes qui ont été pratiquées, à commencer par la distillation des crises. La distillation des crises, qui est une mesure, un mécanisme qui était prévu de manière générale dans les textes, qui permet justement au lieu bien évidemment de jeter le vin, ou même au lieu de garder le vin en stock et finalement ne pas acheter des raisins, avec tout ce que cela signifie pour le producteur des raisins, cela permet donc de passer par la distillation la quantité de vin, de le transformer en alcool pour usage qui peut être usage pharmaceutique ou industriel, etc. Le grand problème, c'est qui va financer cela. Parce que l'idée, c'est d'acheter le vin à un prix qui permet justement de couvrir une grande partie du coût de production, couvrir aussi la prestation de la distillation, les frais de transport, etc. Le problème, c'est que la Commission européenne, et c'est là où il y a encore aujourd'hui, c'est un point de friction entre l'Union européenne, la Commission européenne plutôt, et les États membres, notamment les pays producteurs, dont la France. La Commission européenne a dit, vous pouvez utiliser les fonds que vous avez d'habitude pour le soutien de différentes activités, comme c'est la restructuration, le programme de promotion ou les investissements, mais il n'y aura pas d'argent supplémentaire. On a dit, même si vous voulez, on peut déverrouiller le mécanisme qui, en principe, interdise les aides d'État et donner des subventions à partir des budgets nationaux ou par d'autres moyens, mais non pas par le budget de la politique agricole commune. Cela pose problème parce que il y a un véritable dilemme pour les États. Est-ce que finalement on soutient davantage avec une situation budgétaire déjà assez difficile pour les États? Est-ce qu'on prend de l'argent qui seront normalement utilisés pour financer l'après-crise, c'est-à-dire des promotions, des activités de promotion notamment par la mise en place des outils numériques, e-commerce, développement de l'innotourisme. Donc finalement, est-ce qu'on va s'occuper de l'aujourd'hui et laisser le demain se passer dans des conditions difficiles, ou est-ce qu'au contraire, on va plutôt trouver les moyens pour le faire? Quoi qu'il en soit, le règlement 592 de 2020, c'est un règlement qui autorise, qui donne son fait vert aux États d'agir seuls. Donc le cadre juridique a changé, a été adapté, mais à quel prix? Quand je dis à quel prix, non pas à quel prix simplement financier, mais à quel prix par rapport à l'équilibre et à la répartition des compétences. Depuis 20 ans, on assiste à une forte européanisation du secteur vitivinicole. Pour des raisons diverses et variées, qui commencent par l'idée de créer des produits vinicoles de qualité, être présent dans les marchés internationaux, éviter les distorsions à la concurrence. Face à cette crise, qui est la première vraiment crise européenne de vin depuis cette européanisation, l'Europe est largement absente. Elle est largement absente. Ce n'est pas la mise en place de demi-mesures qui permettrait finalement de faire le saut pour faire face à la crise. Donc les conséquences ne sont pas pour l'instant possibles à mesurer, mais si on envisage bien un phénomène de renationalisation des politiques en matière vitivinicole, c'est vraiment un pas en arrière. C'est-à-dire, désormais, on laisse aux États, avec tout ce que cela signifie, avec une filière viticole qui pourrait être une filière viticole à plusieurs vitesses, avec l'émergence à nouveau de murs, l'émergence à nouveau de distorsion à la concurrence, et avec à nouveau la Commission européenne qui serait là peut-être pour faire un travail de police. Mais là, il y a un message aussi, il y a un message contradictoire. D'une part, on dit je vous laisse faire, faites comme vous voulez, et en même temps, les exigences du marché intérieur viendront pour dire oui, mais vous ne pouvez pas aller trop loin.
Et puis on voit de plus en plus, que ce soit au niveau diplomatique et très probablement petit à petit au niveau juridique, on voit de plus en plus des murs s'installer. Tout ce que considérait du passé avec les droits de l'OMC et la libéralisation des échanges au niveau international, on le voit revenir en force. Que ce soit parce qu'il y a des frictions entre les États-Unis et l'Europe, entre les États-Unis et la Chine, entre la Chine et l'Europe, ou parce que de plus en plus on considère, et ça c'est un autre point qu'il faudra peut-être aborder, de plus en plus il y a une folie pour pro-sanitaire. Je ne suis pas évidemment contre les mesures de protection de la santé publique, mais là aussi ça peut impacter aussi le vin, la consommation d'alcool en général. Donc je ne suis pas sûr qu'au niveau international même, pour l'année à venir ou pour les 2 années à venir, sur les plans psychologiques d'abord, économique donc par la suite, voire même juridique, ça sera toujours aussi facile de vendre ces bouteilles, expédier ces bouteilles à l'étranger. Certains pays, comme l'Inde de mémoire, ont pris des mesures pour contraindre la consommation pendant la période. Pas seulement, il y a eu même des cas en Europe. La question bien évidemment c'est est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer dans les temps après la pandémie? Est-ce que ces mesures ont vraiment un caractère temporaire, c'est-à-dire dans une logique de confinement, de morosité, voire même de déprime? Est-ce qu'il faut protéger, pourquoi pas, le consommateur moyen, ou est-ce que finalement tout cela peut s'inscrire très facilement dans la vieille bataille toujours très très présente entre la consommation modérée d'alcool et ce qu'on appelle les adeptes d'une vie saine et sans alcool. Donc là, ça c'est un élément peut-être qu'on n'a pas vraiment mesuré, qui a des ramifications, des implications juridiques, c'est-à-dire quel sera le message à passer, pas uniquement au niveau du consommateur, mais aussi au niveau des régulateurs, au niveau des autorités, dans quelle mesure cette histoire va impacter sur cet équilibre entre la consommation modérée d'alcool et la protection de la santé publique. Personnellement, j'ai l'impression que dans les années à venir, la crise du Covid-19 sera un facteur déterminant qui va encourager les restrictions permanentes en matière de consommation d'alcool. C'est beaucoup plus facile, vous voyez. C'est toujours une question de langage. Et c'est que Habermas appelle la sphère publique. Dans la sphère publique, la question de la protection des consommateurs contre les excès ou tout simplement contre la consommation d'alcool, c'est une réalité. Avec une ambiance générale qui est une ambiance contre tout ce qui peut porter atteinte, peut constituer une menace à la santé publique. Je pense que le voie et les régulations en faveur des restrictions de la consommation d'alcool vont vraiment être renforcées après la période de Covid-19. Un petit contre-exemple, peut-être aux États-Unis, des règles sur les expéditions directes ont été assouplies pendant cette période. Pourquoi? Tout à fait. Il faut dire qu'aux États-Unis, c'est un héritage de la période de la Prohibition. Après 1933, ce qui a changé finalement, on a laissé aux États fédérés, on a laissé aux États la possibilité, la compétence de réguler la consommation d'alcool. Et il y avait plusieurs États ou counties, des comtés, qui avaient finalement opté, jusqu'à très récemment, jusqu'à encore aujourd'hui, en faveur de politiques restrictives de la consommation d'alcool. Une des mesures adoptées à cet effet, c'est ce qu'on appelle le three-tier system, le système des 3 tiers. C'est-à-dire, on oblige la distribution de l'alcool, y compris du vin, de passer par de grands distributeurs et ne pas avoir directement des expéditions du producteur vers le consommateur.
Parce que l'idée, c'est que de cette manière, il y a une distance, il y a quelqu'un qui s'interpose, et donc ça devient plus difficile de se procurer de l'alcool. En 2005, tout cela a été remis en question par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Granholm versus Held, une décision qui a permis de faire reculer ces restrictions jusqu'à une certaine mesure. Aujourd'hui, avec le Covid, état d'urgence, mesures adoptées afin d'encourager la consommation d'alcool, on a déverrouillé davantage cette possibilité. C'est-à-dire que désormais, ça devient même pour des États et pour des comtés où était vraiment encore très difficile d'expédier directement et de recevoir directement de l'alcool. Maintenant, ça devient possible. La question, bien évidemment, qui se pose, c'est est-ce que ça va durer? Est-ce qu'après le Covid, est-ce qu'on peut considérer cela comme un acquis ou est-ce que cela relève vraiment de l'état d'urgence qu'on vit? Un autre exemple qui va en ce sens, c'est que le restaurant à New York fermait afin justement de limiter un peu le dégât de cette situation, ont l'autorisation de vendre de l'alcool dans une logique de take-away, donc vraiment qui deviennent de cavistes du coin. Est-ce que cela signifie que l'État de New York va maintenir cette idée, cette possibilité, où quelqu'un peut aller soit pour acheter uniquement du vin, ou est-ce que finalement quelqu'un qui va déguster un plat et à la fin soit repartir avec sa bouteille ou acheter encore 3 bouteilles du vin qu'il a goûté? On ne sait pas. Pour l'instant, donc, il y a des tendances... il y a un peu de contradictions dans tout ça. D'une part, on voit des mesures restrictives à certains égards contre la consommation d'alcool, et d'autre part, pour des considérations économiques, on voit un assouplissement des restrictions qui existaient auparavant. Mais il est encore trop tôt pour pouvoir dire si ces mesures, soit plus restrictives, soit plus souples, vont s'installer dans la durée. Personnellement, je pense qu'il n'y aura pas une nette tendance. Il y aura des systèmes juridiques qui, pour des raisons politiques, économiques, voire même anthropologiques, vont opter pour des mesures plus restrictives aujourd'hui. Et d'autres qui finalement, pour qui le Covid-19 et cette crise sera un facteur de libéralisation de la consommation d'alcool, y compris du vin. Théodore Georgopoulos, merci beaucoup, merci pour ces éclairages. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux entretiens de l'Institut Georges Chapaz.